Bienvenue dans le Geek Talk. Merci. Tu nous honores parce que c'est la première émission. On invite un invité et pas n'importe lequel. Ouais. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir ce soir avec nous. Je suis honoré, effectivement. Et pour le coup, pour moi, c'est la première fois où on me propose de parler pendant plus de 5 minutes. Ah ouais? Ouais, en 5 ans. Donc c'est Shame. plutôt chouette. Donc voilà, je vais Shame. m'installer un petit peu. Mais, Ouais, mets-toi bien mais et ouais, tout. ça fait plaisir. Franchement, ici, le but pour vous, pour nous, c'est d'en apprendre plus sur Big Boy, sur votre histoire, sur comment vous en êtes arrivé. Là, vos réussites, vos fails. Ah, il y en a tellement. Des réussites ou des fails? Les deux, en fait. Les C'est deux, ça qui est bah bien, tant justement. mieux, Ouais, tant tout mieux, à tant fait. mieux, c'est ce qu'on veut. Euh, Et voilà, donc vas-y, présente-toi Samuel, je te laisse te présenter. Big Boy, c'est quoi? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, du coup, si tu me le permets, je voulais un peu commencer par une question ouverte. Enfin, même deux Vas-y. questions ouvertes. Sauf si ça te met en porte-à-faux. Et que, voilà. Pas du tout. Mais nous, c'est des l'impro. questions qui n'ont pas spécialement de bonnes réponses. Et comme j'ai un petit peu plus de temps aujourd'hui, je me suis dit que ce serait plus sympa de partir là-dessus pour avoir le bon mindset, quoi. Go for it. Pour partir dans la bonne réflexion. Donc, T'as eu le temps hein, de préparer. ouais, j'ai un peu réfléchi à ça. Donc la première question, c'est, par exemple ici dans la salle, il y a un écran d'ordinateur, enfin de télévision. Pourquoi cet écran aujourd'hui, c'est rectangulaire et plat? Donc ça c'est la première question, pas besoin de répondre tout de suite évidemment. Donc pourquoi est-ce qu'on est sur un objet qui est rectangulaire et plat plutôt qu'un truc ovale ou plutôt qu'une sphère par exemple, comme une boule de magicienne, un truc comme ça. Deuxième question, c'est quand on regarde par exemple un film à la télévision dans son salon, est-ce que le son qu'on entend, étant assis dans notre fauteuil, est-ce qu'il correspond à la réalité? Est-ce qu'il correspond vraiment à ce que le son était par exemple à ce moment-là, quoi? Ça c'est un peu les deux questions avec lesquelles on voulait commencer. Parce que du coup, bah, vous allez le voir, ça enchaîne assez rapidement sur notre concept et ça permet un peu mieux d'expliquer notre concept qui, il faut le dire, même dans le secteur de la réalité virtuelle, parce que je vous entendais parler de réalité virtuelle et réalité augmentée tout à l'heure, même dans notre secteur de la réalité virtuelle, on est encore un ovni pour les gens de la réalité virtuelle. Donc on s'en rend compte. Pourtant, vous Et on êtes se rend en compte plein que- dedans. Oui, on est en plein dedans, mais même. On est en train d'un peu lancer une genre de nouvelle branche de la réalité virtuelle. Bah, je connais pas au début Ouais. de la réalité virtuelle finalement, qui fait que le Ce lourd serait va même encore dur arriver. de choisir où est le début, parce qu'il y a des Ouais. choses... J'ai plein de choses dans ma valise, on va sortir ça un peu tout à Ah, l'heure. j'ai hâte. Mais donc, à ton avis, s'il y a une raison pour laquelle les écrans sont rectangulaires et plats, ce serait quoi? Alors, les écrans rectangulaires et plats. Je pense qu'il n'y a personne un jour qui a décidé qu'un écran devait être rectangulaire et plat. Je pense que les choses, elles ont évolué en fonction de l'histoire, en fonction... c'est comme un objet qu'on... Tu vois, c'est comme le Geek Talk, en fait. Le Geek Talk, au départ, il avait un certain format. Tu vois, moi, quand je suis arrivée à Molen Geek, je l'ai pris. Et puis, j'ai amélioré ça, puis puis il a donné ça. Mais en vrai, on s'est jamais assis un jour et on s'est dit, tiens, on ferait quoi? Tiens, on ferait peut-être ça. Tu vois? C'est partir de quelque chose qui existait, puis à chaque fois d'apporter des touches d'amélioration jusqu'à avoir cet écran plat et rectangle. C'est clair que c'est vraiment l'évolution d'une longue histoire. Si on regarde un peu ce qu'il y avait avant la première caméra, il y avait les appareils photo. Donc Ouais. là, quelque part, la première caméra serait une évolution de l'appareil photo de base. Avant la photo, on avait la gravure, si on voulait représenter des images, ou on avait la peinture, ou le dessin, et on vient à ce moment-là dans les arts créatifs, quoi. Je pense qu'on a voulu faire une transition de partir du cadre, du principe du cadre de peinture. Ok. Utiliser la photo à la base pour représenter un instant, pour pouvoir Ok. saisir un cliché d'un moment de Donc vie. ça vient de là. C'est ma théorie quelque part, mais là où je veux aboutir, c'est que finalement, effectivement, ça s'est fait comme ça. On est arrivé sur le fait qu'aujourd'hui, chez nous, ce soit du 16:9, du 4/3, etc., les formats qu'on retrouve, et que ce soit plat, sur un mur, devant une armoire ou quoi. Ok. Excuse-moi, je rigole parce qu'on a reçu un commentaire Ah oui, non, bien ici sûr. de Paki C78 qui dit « Mais c'est comme les boîtes de pizza, pourquoi elles sont carrées alors que la pizza est ronde ?» Ça n'a rien à voir. Justement, Ouais, ça la va question est très bonne parce que, en fait, notre vision à nous, en tant qu'être humain, il n'y a rien de rectangulaire dedans. Il n'y a rien de carré. On ne voit pas les choses en une dimension. Et la sphère de vue qu'on a, c'est pas non plus un rectangle. On voit une sphère de 180 degrés devant nous, quelque part. Donc, moi, je suis toujours un peu curieux de ce genre de choses. Et quelque part, c'est de là qu'est un petit peu parti tout ce principe. C'est de se rendre compte que, aujourd'hui, la chaîne caméra, n'importe quelle caméra, smartphone ou quoi, caméra jusqu'à écran surface sur laquelle elle est représentée,
Bah, c'est une chaîne qui n'est pas pensée pour l'être humain en fait. Les caméras aujourd'hui, elles sont pensées pour les écrans, pour fonctionner sur les écrans, pour faire quelque chose de carré, pour faire quelque chose de plat, sans profondeur. Et je pense que les personnes qui ont voulu lancer la vidéo au début, qui ont lancé les premières caméras, je parle par exemple des Frères Lumière, qui étaient les premiers pionniers dans l'histoire, eux, leur volonté, ça a toujours été d'aller plus loin. Quand ils ont inventé le cinématographe, ils avaient déjà des solutions pour faire de la capture en 3D et de la projection en 3D avec leur matériel. Et c'était clairement les tout premiers, et c'était clairement technologiquement très difficile à ce moment-là d'y arriver. Mais l'objectif, c'était pas de calibrer une machine pour un écran, l'objectif c'était de calibrer une machine pour permettre à un humain de revoir quelque chose, quoi, finalement. Et on ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui, mais tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute même, ne correspond jamais vraiment à la réalité d'un être humain, à ce que nous on vit de notre cockpit intérieur, quelque part, de ce qu'on voit à travers nos yeux et ce qu'on entend à travers nos oreilles. C'est quand même la GoPro qui filme en... Laquelle ? Il y a beaucoup de GoPro maintenant. Celle qui filme en un fisheye hyper prononcé, on dirait une sorte de mini-planète là où t'es, tu vois. Donc ça c'est une technologie de la 360 effectivement, donc on va avoir des optiques très grand angle qui vont permettre de distorsionner toute cette sphère. C'est ça. Et de la renverser pour faire cette boule effectivement, Tiny Planet, c'est très marrant. Mais ça correspond de nouveau pas spécialement à un être humain parce que je connais personne qui voit 360 degrés autour de lui par exemple. Et aussi, ces caméras 360, elles ont un œil aussi. Donc quelque part, ça correspondrait pour un cyclope qui a un œil devant et derrière lui. Pas pour une personne, un être humain qui a 2 yeux et 2 oreilles. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que... Alors ça peut-être n'avoir rien à voir. Mais est-ce que c'est pour ça que quand on s'entend, tu vois, après, je sais pas, je m'enregistre dans une vidéo, je m'entends dans un baffle, ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est pas de la même manière dont je me perçois ? Ah, merci beaucoup, c'est une très bonne question. C'est super, c'est vraiment là où j'espérais qu'on arrive. Donc effectivement, la même chose pour le son. Quand vous vous promenez en extérieur, par exemple, vous êtes dans les bois et vous entendez un oiseau qui chante, qui siffle dans un arbre. Au moment même, quand vous êtes dans les bois, vous entendez que l'oiseau est en hauteur, qu'il est à gauche, qu'il est là plus loin quelque part. Et si vous filmez cette scène avec votre smartphone et que vous regardez ça après, c'est fini. Il n'y a plus cette localisation-là, il n'y a plus cette information-là. Ouais, clair. Ouais. C'est parce qu'on passe via de la stéréo ou via de la mono. Et on réduit le champ de l'audition humaine qui est du coup 360 degrés autour de nous. Leur champ sonore, il est toujours présent, même quand on dort. Et on entend 360 degrés, même si ce qu'on voit finalement, c'est 180 degrés devant nous. Mais donc, quelque part, on perd toutes ces informations-là en utilisant les formats de stéréo et de mono qu'on utilise aujourd'hui. Et finalement, c'est ça. Et c'est là qu'on intervient avec Big Boy System, justement. On va en venir au fait. Donc, je vais me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Samuel Merlan. Donc, je suis le cofondateur de Big Boy System, effectivement. On aurait peut-être pu mettre un petit logo. Ah, on a prévu. On a tout prévu. Les garçons vont lancer. On a même la vidéo de démo et tout qu'on a pris de YouTube. Moi, j'ai pas prévu grand-chose de plus. Ils vont balancer les images parce que je trouve que c'était quelque chose à quand même voir. Voilà, regarde, ils sont en train de balancer. Ils sont en train de balancer les images. Pour déjà avoir une idée. C'est un chouette petite interview qu'on a pu faire avec nos télés. Est-ce qu'ils entendent le son aussi en même temps Non, ils entendent notre son. C'est pas grave parce que je veux dire plus ou moins la même chose, mais c'est cool. Mais du coup, chez Big Boy System, on travaille déjà depuis 5 ans sur ce concept de comment est-ce qu'on crée une caméra qui est calibrée pour un être humain. Donc un être humain qui a 2 yeux et qui a 2 oreilles. Et pas un être humain qui va regarder derrière son écran avec ses haut-parleurs, etc. quoi. Et donc, moi, je suis ingénieur du son à la base. J'ai étudié à l'IAD, donc d'ailleurs... Bonjour à tout le monde de l'IAD. Chouette école, si vous voulez faire un cursus qui est très complet. C'est en Wallonie. Oui, c'est en Wallonie, c'est à Louvain-la-Neuve. Un cursus qui est très complet au niveau de tous les métiers du multimédia, en fait, donc ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis tombé de manière assez curieuse sur le binaural. Le binaural. Le binaural. Ok. Ça t'évoque quoi? Binaural, binaural, oral, bi-oral. Ah, voilà. Le grec peut-être? Le latin. Le latin, du coup c'est du grec, c'est effectivement bini, 2 oreilles, bi-oral, bini. Et donc c'est le nom qu'on a donné à la manière dont l'être humain entend. Donc nous, on a 2 oreilles. Yep. Ces oreilles ont une forme de pavillon. C'est pas pour rien, c'est pas juste par hasard. Et on utilise nos 2 oreilles pour informer notre cerveau sur où vient le son autour de nous. Notre cerveau est habitué à être rattaché à ces oreilles-là et pas à d'autres. Et donc il a l'habitude de
s'appuyer sur la forme de nos oreilles, la forme de notre tête, quelque part, pour pouvoir localiser le son autour de nous. Ok. Donc nous, on réutilise ça. Comment est-ce qu'on fait pour les réutiliser? C'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est pas la bonne valise. Pouf. J'adore les valises, on se croirait dans Matrix. C'était ça ou un gros sac Leroy Merlin. Donc C'est elle fait. Oh. Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc voici notre dernier modèle de caméra en question. Chaud, c'est La caméra hyper s'appelle compact. Third Eye, merci. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ça pourrait devenir encore plus compact dans le futur. Trop bien. Et donc c'est assez simple finalement. C'est assez logique et intuitif comme solution. On a ici 2 petits écouteurs qui sont pas des écouteurs en fait, qui viennent se mettre sur la tête de la personne. Bon, j'ai le micro donc je vais pas arriver à la mettre en même temps. Ouais. Mais en gros, on place la caméra comme ça et on vient placer des optiques juste au-dessus des yeux, juste au-dessus des sourcils. Donc on n'est pas comme ça, on n'est pas embêté évidemment. Ouais. Main libre. Hop, j'ai peut-être quand même essayé de le mettre. Voilà. Ouais, ça va. Ça passe comme ça? Ouais, ça passe. Voilà. Ok, donc ça se porte comme ça. Ça fait pas de bruit sur le micro. Ça se porte plus ou moins comme ça. Je devrais ajuster un peu plus, mais je vais pas essayer. Ouais. Mais donc vous voyez que j'ai les 2 micros qui viennent se placer à l'intérieur des pavillons de mon oreille. Ouais. Ça veut dire que les micros captent le son juste avant qu'il arrive à mon tympan. Et donc on utilise aussi au niveau acoustique tous les effets qu'ont eu notre pavillon, notre tête, nos oreilles sur le son qu'on entend, mais aussi finalement toute l'ambiance sonore qui se trouve autour de nous. C'est finalement très simple, c'est très puissant comme effet. Si vous avez déjà entendu du son binaural, ou si vous regardez des chaînes YouTube avec de l'ASMR ou des choses comme ça, vous allez pouvoir retrouver un peu ce genre de concept. Ça s'écoute au casque, et dès qu'on l'écoute au casque, en fait, c'est comme si on empruntait les oreilles de quelqu'un d'autre, finalement. C'est comme si on écouterait à travers les oreilles de quelqu'un d'autre. C'est hyper immersif, en fait. C'est ça. On oublie qu'on est dans notre ambiance sonore à nous, dans notre salon ou co-caisse. À travers le casque, on va avoir l'assentiment que quelqu'un se trouve à côté de nous en train de parler, si quelqu'un est à côté de nous dans la vidéo, évidemment. Et on va avoir ce sentiment d'être transposé dans l'expérience de quelqu'un d'autre, dans la vie de quelqu'un d'autre, quelque part. On nous demande ici, c'est un peu comme de l'audio 8D, en fait. C'est pas vraiment comme de l'audio 8D. Il y a beaucoup de termes marketing qui sont employés par d'autres entreprises actuellement pour qualifier du son spatialisé, du son immersif. Il y a aussi beaucoup d'intentions de vente pour certains. Si on regarde le système Dolby Atmos par exemple, Dolby avait lancé le 5.1, donc c'est le système où on a plusieurs haut-parleurs qu'on met dans son salon chez soi. Où dans l'objectif c'est un peu de pouvoir ouvrir le son en général de sa télévision et s'envelopper nous-mêmes dans le son. Mais finalement ça fait qu'augmenter une boîte qui fait du son dans une pièce qui elle-même va réfléchir ce son pour une personne qui est assise dans un fauteuil qui entend avec ses 2 oreilles toutes les sources qu'il y a autour de lui. Donc quelque part, il y a des limites tout le temps à ce système-là et on n'arrivera jamais à aller beaucoup plus loin que cet effet ponctuel d'avoir des sons un peu à gauche à droite dans la pièce dans laquelle on est, avec le 5.1, si on ne va pas vers du binaural et vers d'autres solutions comme ça. Donc oui et non, ça s'apparente, c'est dans la même famille de technologies effectivement, mais le principe n'est pas du tout le même et le binaural s'appuie vraiment sur des principes de psychoacoustique quelque part qui sont humains. Qui sont et tu parlais à tantôt de l'ASMR, c'est quoi le lien ? L'ASMR, c'est un terme qui a été donné du coup à un ensemble de vidéos qui se trouvent sur YouTube. Je pense que tout le monde, maintenant, tout le monde connaît l'ASMR, n'est-ce pas, à la régie ? Tout le monde, unanime. Ça devient un peu populaire. C'est hyper à la mode. Ça devient assez populaire et du coup, c'est aussi un peu tiré vers d'autres directions par certaines personnes qui veulent en faire autre chose. Mais à la base, c'est le fait d'utiliser des micros binauraux, donc avec des oreilles dessus quelque part. Donc c'est vraiment un micro qui a des oreilles en silicone. Et de venir parler très près de cette oreille ou faire du bruit vraiment à une distance proche. Il y a des gens qui trouvent que c'est très apaisant, il y a des gens qui aiment beaucoup ce type de contenu. C'est hypnotisant. Il y a quelque chose d'un peu d'hypnotisant, effectivement, mais en fait, finalement, c'est le fait qu'on redonne tout d'un coup à son cerveau, en tant qu'auditeur, un son qui correspond vraiment à une réalité chez quelqu'un. Et donc c'est beaucoup plus immersif, on a plus l'impression d'y être. Donc c'est ça le succès de l'ASMR. Quelque part, je pourrais dire que c'est ça. Après, il y a plein d'autres tendances, évidemment, qui sont liées là-dedans. Mais c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup de personnes répondent très, très fort à ce type de contenu et ont du coup des sentiments très forts associés à ce type de contenu. Après, donc, nous, c'est vraiment du binaural et de la 3D. Pardon, je vais revenir à ce qu'on fait. Ouais, on va revenir. Mais donc, au niveau de la 3D, ce qu'on veut vraiment faire, c'est copier la vision humaine, quoi, simplement. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, c'est capter la manière dont l'humain voit et entend l'environnement, le capter et pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse rentrer dans le même univers et percevoir les choses de la même manière. Incroyable.
Alors, ouais, pour l'instant, ça peut peut-être vous paraître encore un petit peu flou à la maison. Du coup, Ça fait un peu Black Mirror, j'avoue. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup Black Mirror. On regarde beaucoup. Pour moi, c'est un peu une mise en garde sur ce que ça pourrait, enfin, les dérives potentielles de ce genre de technologie dans le futur, donc la réalité virtuelle en général. Après, bon, c'est sûr que c'est un peu une satire. Ils vont très loin sur certains sujets aussi, mais c'est clair que ce concept qu'on a chez Black Mirror, où on a ces lentilles connectées et qu'on peut revivre ses expériences et revoir ses expériences passées, revivre sa mémoire quelque part, ben, c'est un peu quelque part là le concept qu'on a ici. Sans vouloir faire peur aux gens. Nous, évidemment, on cherche à s'en servir dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la formation, où c'est un outil très puissant. Donc on s'en sert par exemple avec des chirurgiens. Je salue au passage le chirurgien Dr Doquier de l'UCL. Ah ouais, c'est déjà en train de... Ah oui, ça fait 5 ans quand même qu'on est occupé. Donc il y a déjà pas mal de choses en cours, quoi. Mais donc là, le concept avec un chirurgien, ça vous aide peut-être à mieux illustrer, c'est qu'on va mettre la caméra sur la tête du chirurgien, du coup, dans le bloc opératoire. Le chirurgien fait toute son opération. On est sur une zone du front qui ne touche pas pendant l'opération, donc c'est stérilisé à l'avance et puis ça reste sur son front. Et donc le chirurgien fait toute l'opération et pendant qu'il est en train de faire l'opération, il y a un live streaming qui part du coup de la caméra vers ses étudiants. Ces étudiants peuvent regarder le live streaming avec leur smartphone et ils mettent à ce moment-là leur smartphone dans un boîtier de réalité virtuelle. Je sais pas si tu as déjà vu des boîtiers comme ça ? Oui, j'ai déjà vu, mais j'en ai pas. Je voulais en acheter un et puis mes soldats là, les régimes m'ont dit non, achète pas, on est encore au début, attends encore un peu, ça va encore péter, mais pas maintenant. Ouais, c'est pas faux, il y a encore beaucoup de nouveautés qui sont en train de se faire. Ouais, c'est vrai, et ça avance bien et c'est chouette, je suis content de voir vers Cassotan aussi. Mais le bas de l'échelle dans cette technologie, c'est un peu les boîtiers comme ça. Ok. T'as peut-être déjà vu ça aussi quelque part. Non, jamais, j'ai vu juste dans votre vidéo. Ah oui, donc on met un smartphone. Ouais, exactement. Donc c'est comme ça, c'est en carton, si vous voyez. Tu peux l'ouvrir en fait si tu veux, il y a un scratch au-dessus, de l'autre côté. Voilà, ouais, tire. Je vais faire attention quand même. Ouais, non, t'inquiète, justement. C'est pour illustrer un peu que c'est une technologie qui devient accessible à tous. Alors, je vous dis pas qu'il faut tous aller trouver des boîtiers comme ça, mais ça permet à tout le monde de tester en tout cas ce qu'on fait de manière assez simple. Vous allez même trouver des trucs comme ça chez Zeman par exemple, quoi. Donc on met genre le smartphone. Donc on met le smartphone dedans, on referme, tout à fait. Et puis on referme. En fait, si tu veux, tu peux carrément faire le test. Tu veux aller sur YouTube 2 secondes ? Ouais, vas-y, chaud. Et ça coûte combien un boîtier comme ça ? Alors ceux-là, nous on en achète en stock, on les fait brander, mais ça revient à 1,50 €. Ouais, cool. Et en fait, de plus en plus, c'est un peu une merchandising qui peut se retrouver à gauche à droite avec des sponsors, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant comme objet. C'est vraiment simple. Je vais peut-être te faire du coup l'expérience moi-même. Je vous dirai en live ce que j'en ai pensé. Si vous voulez faire le test et que vous avez ça chez vous, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous vous rappelez d'avoir reçu un boîtier comme ça quelque part, allez le chercher, c'est le moment. Et vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je suis venu ici il y a 2 semaines et j'ai filmé l'intérieur de vos bureaux avant que vous soyez installés. Et on m'a pas dit ça. Ça, on m'a pas dit ça. Et j'ai même. On ne dit pas tout, Ibrahim. On ne dit pas tout. Ouais, on est un peu partout. J'ai même du coup une vidéo que je peux te montrer de cette visite de la semaine passée. Ouais, je veux bien. Voilà. Elle n'est pas publique, vous n'allez pas la trouver sur notre chaîne YouTube, mais si vous allez sur notre chaîne YouTube en tapant Big Boy System, voilà, vous loupez pas. Hop, je sais pas si vous étiez là, peut-être vous étiez là. Ouais, super. Non, c'est bien. C'est pratique, ça, vous pouvez aussi aller regarder des vidéos comme ça. Et donc, la procédure, c'est assez simple. Donc, vous ouvrez la vidéo, vous ouvrez le lien. Vous ne voyez pas ce qu'il y a sur mon écran, mais pour l'instant, je clique simplement sur la vidéo. Et donc, au départ, ça va s'afficher. En carré ? Au départ, ça s'affiche en mode Magic Window. Donc ça, c'est un format de compatibilité que YouTube nous propose sur notre format à nous. Ça va. Donc quand on bouge, ça bouge en même temps, un peu comme les trucs 360 de là, Facebook. Là, on voit une dévie. Bon, là, je suis en 4G dans le bâtiment, donc ça passe pas fort. J'ai pas le mot de passe du Wi-Fi. Mais et ça, c'est avec les lunettes. C'est en basse qualité. Là, c'est juste la version de base Magic Window. Et si tu vois ici en bas, tu vois le petit icône qui se trouve. Ouais. Ben, j'ai le. Donc, il y a un petit icône qui ressemble justement à ça, un cardboard. Et dès qu'on appuie dessus, en fait, on vient afficher les 2 vues. Ah, chaud. Donc l'écran du smartphone est divisé en 2, ce qui veut dire qu'on dédie la moitié de l'écran à l'œil gauche du spectateur et la moitié de l'écran à l'œil droit. Et quand on vient remettre ça dans un boîtier comme ceci, le nom scientifique c'est un stéréoscope. Stéréoscope, purée, on dirait un stéthoscope, les trucs des médecins là. Stéréoscope. Vous pouvez pas inventer un nom plus cool?
Moi, je vais rebaptiser tout le monde, moi. Ici, je vais les applications, les... Non, mais... Mais donc, si tu mets ça dans un petit boîtier comme ça, et alors, tu règles un petit peu, par exemple, l'écartement des yeux. Pouf. Pour que ça soit pile dedans. Et puis, hop, tu peux regarder dans cette direction. Ah, il y a des directions et tout. Eh, mais c'est Valérie! Hey! Ah ouais, c'est chaud. Et t'es grand, hein? On pourrait même brancher le son, en fait. Et c'est vraiment drôle, en fait. Qu'est-ce que tu peux décrire un peu ce que tu vois, peut-être? Alors, je vois ta taille. Tu vois, moi, comme je suis petite, moi qui l'ai filmé, effectivement. Moi, j'arrive à l'épaule de Valérie, tu vois. Donc, je n'ai jamais vu le crâne de Valérie. Donc, voilà, déjà. Et puis, c'est légèrement arrondi, un peu comme un léger fisheye, comme ça. Et super réaliste, en fait. C'est ouf, en fait. Donc quand elle s'approche de moi... On a filmé rapidement avec la caméra qu'on a ici. Et d'ailleurs... Vraiment... Et pourquoi je t'ai regardé par là? En fait, tu peux normalement déplacer la vue et cliquer, mais il n'y a pas le bouton. C'est pas grave, écoute. Tu peux me rendre, voilà, juste le téléphone, pas de problème. Tiens, pourquoi j'ai regardé par là pour voir quelque chose? Ça m'intrigue. Il faut juste cliquer sur l'écran pour redonner la direction qu'on veut. Okay. Je peux pas le faire quand je suis dans le boîtier. En ok. comme ça. Ça va, c'est juste un petit truc technique, quoi. Oui, c'est vraiment des limitations du système. Nous aussi, on veut voir. Dark... Il me dit, nous aussi, on veut voir, tu nous intrigues. Oh, on veut le lien. Le lien, allez sur notre chaîne YouTube. Mais je vais peut-être le mettre, YouTube. Après, le lien pour la vidéo de la RTBF, enfin de ce qu'on a filmé ici la semaine passée avec la RTBF, je ne peux pas encore vous le partager. Peut-être que ça viendra, et on a pas mal de choses dans les tuyaux. Big Boy System, je vais vous envoyer le lien en live, comme ça vous pouvez aller voir la chaîne. Libre il y en a, j'envoie ici, donc je vais vous envoyer la chaîne. J'ai perdu un peu le fil de mon histoire, mais je disais qu'on n'a rien inventé de nouveau. Je vous ai envoyé le lien. Le stéréoscope existait déjà. Ok. Tu veux venir regarder ça 2 secondes? Je suis pas sûr que ce soit tout public non plus. Peut-être qu'il va pouvoir décrire ce qu'il voit. Vas-y. Tu peux décrire l'objet que tu vois un peu? Ça ressemble à une carte postale. C'est plus facile comme ça. Alors, on voit des choses pas très catholiques. Si je puis dire. Voilà, je vais pas décrire parce que je pense que ma maman regarde. En fait, c'est le début de la... Enfin, c'est même pas vraiment le début de la photo 3D, mais c'est quelque chose qui a existé dans la photo 3D à un moment. Donc c'est en argentique. C'est les premières photos érotiques en 3D. Donc c'est un peu un témoignage du passé. C'est comme ça que ça a commencé? Non, pas vraiment. Bon, l'érotisme, c'est toujours un moteur dans la technologie. Hein. Pas besoin de citer d'exemple. Vous comprenez tout ce que je veux dire avec Internet aujourd'hui. Mais du coup, c'est vraiment pour illustrer le fait que ce concept de capture 3D, du fait d'utiliser même des appareils photo ou même faire d'une gravure en 3D et de mettre ça dans une boîte avec 2 lentilles, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas une nouvelle technologie. Donc finalement, la réalité virtuelle, comme on la connaît, n'a pas vraiment réinventé la roue non plus. Ici, du coup, nous, on est très contents que ça existe parce que tous les boîtiers de réalité virtuelle qui sont développés par toutes ces entreprises, que ce soit PlayStation ou Oculus ou quoi au caisse, sont un écran de télévision pour notre caméra à nous, qui est du coup cette nouvelle génération de caméras. On a aussi décidé d'appeler le format vidéo réalité immersive parce que nos images ne sont pas des images de synthèse. On ne fait pas des objets 3D dans lesquels on se déplace après dans la réalité virtuelle. Donc c'est pas un monde virtuel, c'est pas un genre de jeu vidéo dans lequel on vit en tant qu'utilisateur. Mais on filme le réel, le vécu d'une personne, l'expérience de cette personne, et on permet soit à la même personne, soit à d'autres personnes de le revivre par après ou de le vivre en temps réel. Donc on a décidé de baptiser ça réalité immersive. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous trouvez que le terme est bien choisi. Pour essayer de marquer aussi notre distinction avec le reste de ce secteur où pour l'instant on va trouver soit des images de synthèse qui sont très dures à produire, qui demandent du temps. Faire tout un univers en réalité virtuelle, ça demande beaucoup de travail pour beaucoup de personnes. Réalité immersive. Donc nous on a baptisé ça comme ça effectivement. Et on n'est pas non plus dans la 360 qui est l'autre grand représentant des médias de la réalité virtuelle parce que ce qu'on filme c'est pas de la 360, ce qu'on filme c'est 160 degrés en 3D devant la personne. Pour essayer de couvrir juste le champ visuel de la personne et pas ce qui se trouve derrière cette personne. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce qu'il y a derrière elle. On veut voir ce que la personne. Donc c'est très complexe quand même. Hein. Les différences, elles sont... C'est très complexe, mais quand on y pense, c'est la manière la plus simple de correctement représenter et la vision et l'audition humaine. Tous les autres systèmes sont une distorsion, en fait, sont une adaptation à la technologie qu'on avait à l'époque pour pouvoir représenter le réel et le vécu d'une personne. Donc, c'est quelque part plus dans la logique de l'évolution, je dirais, technologique en tout cas, que vraiment
complètement différent, quoi. Donc, d'ailleurs, ce qu'on a pu observer, c'est que si vous suivez un peu les tendances justement dans le secteur, il y a 5-6 ans, Facebook a intégré les premiers players 360. Ouais, donc on pouvait tout à commencer fait. à cliquer la photo, etc. À la base, ce format, il est fait pour être regardé avec les boîtiers aussi en VR, donc pouvoir tourner autour de soi sur une chaise de bureau ou un truc comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il est consommé. Exactement. Il est Y a consommé personne, principalement en Magic Window. Ouais. Il y a personne qui va aller sur Ouais. son feed et puis qui va voir d'un coup attends, je vais prendre mes lunettes et je vais regarder le truc. Exactement, exactement. Ça, c'est un gros point de friction en général pour la réalité virtuelle. Mais c'est aussi le fait que pour beaucoup de contenu en 360, dès le départ, on était très heureux de pouvoir enfin filmer un contenu un peu interactif, donc de pouvoir donner au spectateur la liberté de regarder un peu ce qu'il veut. Mais finalement, c'est un gros poids, c'est un gros frein pour la création artistique aussi. Ouais. Parce que ne pas avoir de hors-champ, ne pas avoir de hors-cadre. Par exemple, ici, il y a 3 personnes qui sont dans la régie. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient tous envie de passer à l'antenne en permanence. Si on était en train de filmer en 360, on n'aurait pas pu faire ce setup-ci, par exemple, quoi. Donc Facebook a d'abord intégré la 360 dans son player, et puis, par après, ils ont commencé à plus pousser un format qui est la 3D 180 degrés. Ok. Donc, 2 points de vue, donc Ok. gauche, droite aussi, comme nous, mais 180 degrés au lieu de 360, quoi. Ok. Et un point de vue en 360, c'est un cyclope qui voit partout autour de lui. 2 points de vue en 180 degrés, ça se rapproche déjà beaucoup plus de la vision humaine, quoi. Donc Facebook fait déjà ça? Facebook fait pas la même chose. Ok. Ce que Facebook fait comme player est compatible avec notre contenu, donc on est très content. Facebook ne développe Non, pas mais une caméra ce que pour je voulais faire dire, ça. c'est que le player est déjà. Oui, c'est ça, voilà, justement. Mais donc, ce qu'on a observé, c'est que tout le monde s'est engoué vers la 360 et a trouvé ça très intéressant. Et on trouve que c'est très intéressant aussi, hein, clairement. Mais toutes les personnes qui ont voulu créer du contenu plus travaillé, du contenu de fiction, par exemple, ou qui ont voulu vraiment raconter une histoire, se sont vite trouvés un peu désemparés avec ce format 360 parce qu'il n'est pas si facile à manipuler, quoi. Ouais. Et donc, on voit la tendance qui s'inverse, où il y a plus en plus de créations qui commencent à se faire en 3D 180. Ouais. Nous, c'est déjà ce qu'on était en train de faire depuis 5 ans, quoi, quelque part. Donc, on voit que le marché est en train de retomber sur notre technologie, ce qui est très bien, parce que là, c'est au niveau software, au niveau player, ce qui nous rend encore de plus en plus compatibles avec tout ce qui se trouve sur Internet, quelque part. Mais ça nous réconforte un peu dans le sentiment qu'on est sur une technologie qui a du futur, qui a de l'avenir, quoi. Est-ce que ce type de caméra est fait pour un public large ou pas du tout? Il est fait C'est une pour grande question. un monde de pro? Comment Si toi tu l'avais, qu'est-ce que tu aurais envie de faire avec, par exemple? Moi, je vais streamer Twitch tous les jours, je stream. Et quel contenu pour que ce soit Moi, je suis intéressant sur YouTube, donc j'ai mon contenu habituel où je fais mes vlogs, mes voyages, Tu pars en voyage avec la caméra aussi? Ouais, moi je vlog tout le temps. Donc il m'est déjà arrivé de faire 30 vlogs pour 30 jours, pour un mois complet. Génial. Donc énormément de contenu vidéo. Et je pense qu'il y a énormément de créateurs qui créent énormément de contenu vidéo. Donc ouais, je le verrai. Ce serait ça. Pour le voyage, c'est super. Moi, en fait, j'ai voyagé 3 ans quasiment avant de commencer à lancer ce projet. J'ai voyagé 2 ans en Australie. Et c'est vraiment en Australie que j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai ramené ça. Ça va peut-être te faire rire. Ça, c'est ce qu'il reste de mon tout premier prototype de caméra d'il y a maintenant 6 ans. J'adore, on dirait pas vraiment grand-chose. le truc Il a de voyagé geek. avec moi dans mon sac à dos, donc il a assez bien souffert, quoi. Mais J'adore. c'était des petites caméras espions stylo comme ça que j'avais acheté sur Amazon. Et que Tranquille, tu te baladais avec ça en Australie, tranquille. Et ça marchait, ça se regardait avec les lunettes rouges et bleues à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore toute la VR qui était développée comme aujourd'hui, mais ça marchait. C'était très basique, mais ça marchait. Ça va valoir beaucoup, ça, plus tard. Première invention moi, je le garde un peu pour pouvoir faire ça, justement, mais j'ai déjà perdu un bras et le deuxième micro, donc c'est pas grand-chose. Mais dans la progression, justement, voilà, ça c'est le deuxième prototype. On est sur quelque chose d'un peu plus, plus costaud, plus lourd. Et bien ensuite, on est passé à ça. C'est impression 3D, ça. Ça, c'est de l'impression PLA, donc c'est du plastique, quasi du plastique de bouteille. Ouais. Mais donc, c'était pas le top. Et ça a tenu, je vois qu'il y a beaucoup de colle. On a filmé les Ardentes avec, par exemple, donc ça a bien bougé aussi, quoi. On avait fait plusieurs de cette version-là. Après, on a eu une version comme ça, qui n'a jamais été tout à fait aboutie. Ça, c'est une des grandes frustrations de ma vie aujourd'hui. Ok. Tu sais à quoi ça me fait penser? Dis-moi. Tu vois les trucs que nos grands-parents y ramenaient de voyage, où on devait tourner et on voyait... Master Viewer, tu vois, tout à fait. On regardait les... En fait, c'est la même chose. C'est la même chose que ça, mais en un peu plus évolué. C'est toujours la même chose. Ça me fait trop penser à ça. Il y a Dark Jid qui nous dit « Les jeux vidéo en VR sont dingues. J'ai l'impression que c'était une mode. On entendait beaucoup parler en 2017 jusqu'à 2019, mais là, ça s'oublie. »
faut laisser le temps aux nouvelles technologies comme ça. Là, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de mastodontes qui sont en train de se battre pour pouvoir imposer leur matériel sur le marché de la VR, donc pour que ce soit leur casque qui soit le plus utilisé, pour que ce soit leur plateforme qui prenne le dessus, etc. Et dans ce combat, en fait, le public est un peu perdu parce que du coup, tout de suite, il y a toutes ces différentes technologies qui essayent de s'imposer et qui évidemment sont pas pensées pour être compatibles entre eux. On veut pas, on veut être seul et que les gens soient uniquement coincés chez nous. Nous, on est compatible avec tout le monde pour le coup. Continuez de vous battre, on est très contents. Okay. Mais du coup, c'est clair que les débuts de la VR n'ont pas été super. Il y a eu de tout. Il y a des gens qui avaient des estimations incroyables, il y a des gens qui disaient ça va se planter en quelques années. Nous, de nouveau, on ne fait pas de la VR. Donc nouveau dissociateur, on fait de la réalité immersive. C'est ça. Mais clairement, oui, j'ai vu aussi un petit peu tout ça se développer parce que quand j'ai commencé ce projet, je ne savais pas encore comment on allait le regarder en fait. Ouais. J'avais un projecteur 3D et j'avais l'idée de me promener avec mon projecteur 3D et d'aller filer les lunettes aux gens et de leur faire regarder ça. Entre-temps, la réalité virtuelle est arrivée et c'est tombé parfait pour nous, quoi, parce qu'on n'avait pas d'écran et voilà, ça tombe bien. Et donc, raconte-nous l'Australie, les lunettes, tu voyages, tu filmes comme ça ton voyage finalement. J'avais déjà quelques GoPro, j'aimais bien l'idée de filmer parce que quand on est aussi loin en Australie, en fait, on n'a plus aucun lien avec les gens chez nous. Très rapidement, finalement, parfois une bonne chose. Décalage horaire. Parfois, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on filtre aussi toutes nos expériences, donc ça peut être pas mal. Mais ça veut dire que pour partager ce qu'on a vécu, après, ça devient un peu plus difficile et les photos, ça le fait pas vraiment, quoi. Donc, c'était un peu une frustration parce que j'ai travaillé comme matelot en Australie, j'ai réparé des ponts d'autoroute au milieu du désert, des trucs comme ça. Mais c'était un peu une frustration de ne pas pouvoir vraiment le repartager après, ou même pouvoir le revivre après. Donc, j'ai filmé énormément de choses avec des GoPros dans la boue, dans les rivières, des trucs comme ça. C'était génial. Okay. J'ai passé plein de temps à monter cette vidéo après pour finalement avoir 3-4 copains qui l'ont vu. J'étais très content. 1 milliard de rush, on connaît. Mais faire 2 ans de rush d'un coup. Voilà. Du coup, en rentrant de là, comme j'avais déjà cette idée en tête de travailler sur le binaural, depuis mes cours du coup sur le binaural, d'explorer cette idée de faire une caméra qui est pour un être humain, avec 2 yeux, 2 oreilles de nouveau. Dès que je suis rentré, en fait, j'ai commencé à vraiment me poser et commencer à vraiment chercher sur comment on fait pour construire une caméra. Je suis ingénieur du son, il y a des geeks apparemment qui regardent, donc vous avez tous probablement des métiers un peu techniques. Comment est-ce que vous feriez, vous, si vous n'avez aucune expérience, vous n'avez jamais construit une caméra, jamais construit d'électronique, par quoi est-ce qu'on commence? J'en sais rien du tout, quoi. Donc j'ai appelé Anaïs, qui est ma cofondatrice, mon associée, on s'est rencontrés en fait sur le dernier job que j'ai fait en Australie. Okay. J'étais assistant caméraman sur un genre de road trip avec 14 figurants. Donc c'est un road trip qui est organisé pour faire la promotion de différents sites touristiques. Et donc le concept, c'est que 14 jeunes voyageurs peuvent venir pendant 2-3 mois faire ce road trip, servent de figurants dans tous les endroits, et nous on filme et on fait des pubs avec ça à chaque fois. Donc c'était super chouette, c'était vraiment l'éclate. Mais Anaïs, c'était un peu la seule personne que je connaissais à l'époque qui me donnait des bons conseils sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, dans mes entourages, quoi. Et elle avait pas mal d'expérience et tout, donc je reviens en Belgique. Je suis un peu perdu dans toutes mes idées sur comment lancer tout ça. Je rappelle Anaïs, mon associée, d'ailleurs, elle regarde peut-être ce soir. Donc, salut Anaïs, voilà, big up à toi. Et je lui dis, tiens, au bout d'un moment, après tout ce road trip, je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour commencer? Et justement, elle cherchait un projet à faire, elle cherchait à s'impliquer dans quelque chose à ce moment-là. Donc on est vraiment tombé au bon moment. On s'est lancé ensemble à ce moment-là. On a d'abord trouvé comment déposer un brevet. Je ne sais pas si vous avez déjà déposé un brevet. Voilà. C'est une question qu'on a énormément parce que nous, tu vois, on a un cowork incubateur à Molenbeek et on nous demande à partir de quel moment en fait on brevette. C'est une galère, c'est vraiment compliqué. C'est du jargon, il faut vraiment creuser pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Moi, à l'époque, je suis tombé avec chance sur un organisme belge qui s'appelle Picaré. Avec, son nom m'échappe, mais une très chouette dame qui nous a vraiment bien aidés là. Picaré, P-I-C-A-R-R-E, comme Picaré. C'est un organisme qui aide à faire d'abord la recherche d'antériorité. Donc avant de déposer un brevet, évidemment, il faut vérifier s'il n'y a pas d'art antérieur dessus, s'il n'y a personne d'autre qui a fait quelque chose dans le même genre. Et finalement, le brevet qu'on dépose, c'est comme si on crée une bulle avec ce concept qu'on a.
et que cette bulle, il faut venir la coincer entre d'autres bulles que d'autres personnes ont mis, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment neuf finalement. Si on regarde, on va toujours trouver de l'antécédence. Donc quand on a vraiment quelque chose qui est spécifique et qui peut être breveté, ça devient un peu cette idée de bulle. Il faut essayer de lui donner la plus grande taille, parce que au fur et à mesure, on va venir enlever des morceaux. Il y a des vérificateurs qui viennent voir les textes du brevet et qui vont trouver des sources en disant non, ça existe déjà, ça existe déjà, et puis petit à petit on se retrouve à qu'est-ce qui est vraiment l'essence de l'idée et qu'est-ce qui reste vraiment dans... Ça prend combien de temps? Ça nous a mis facilement 3 ans du début à la fin. Ah ouais, quand même. Et après il y a une suite, donc il y a une récurrence, on continue de payer pour maintenir les brevets en vie. Ça coûte de plus en plus cher évidemment, parce que le but c'est d'ouvrir à la concurrence à un moment, ce qui est logique, ce qui est normal. Mais il y a aussi des contraintes, par exemple, on peut breveter dans différents pays, mais il faut qu'on soit actif dans les pays dans lesquels on brevette. Donc c'est vraiment, je comprends que ce soit compliqué et qu'il y ait des questions. S'il y a des questions plus précises, si tu es porteur de projet et que tu te demandes un peu, n'hésite pas à nous envoyer un message, parce que du coup, c'est encore assez frais dans ma tête aussi de comment il faut faire. Donc non, avec plaisir, pas de souci. Et donc, vous brevetez. Donc le brevet. Donc c'était un peu le premier truc, c'est ok, c'est difficile de parler de ça, parce que si c'est vraiment une bonne idée, ce serait con d'aller le jeter dans la fosse au lion et de se le faire piquer par quelqu'un, évidemment. Et par contre, c'est une idée qui demande de l'investissement. Créer une caméra de toute pièce, ça demande beaucoup de travail, ça demande des experts, ça demande des cerveaux, ça demande du matériel et tout. Donc on avait commencé là-dessus, ça avait l'air assez simple. Je m'étais dit, bon, 6 mois, on va avoir fini la caméra, ça va être fait. Voilà, on l'a fini, cette année. 6 mois, c'était ambitieux. Hein. C'était très ambitieux, mais je ne m'y connaissais pas du tout, évidemment. Donc je découvrais un peu tout le truc. Et donc depuis 2014 ? Et du coup, depuis 2014, on a travaillé sur tous ces prototypes que je vous ai montrés. Combien de protos ? 7 générations de prototypes. Ouais. 7 morceaux de plastique et de métal avec des caméras et de l'électronique dedans, des trucs comme ça. Jusqu'à ceci qui est finalement finalement la fierté actuelle. Ouais. Il y a encore des petites choses, il y a encore un peu brut de décoffrage, mais on est très très content de pouvoir aller très loin avec ça. Mais cette génération du coup plus tard, entre-temps, une première levée de fonds à San Francisco qui était géniale. Trop bien. Ouais. On a eu l'occasion de partir avec l'AWEX, Association Wallonne pour l'export, que vous connaissez sûrement, qui est un super organisme d'État, franchement, parce qu'ils ont des bonnes solutions pour des startups comme nous qui sont bien pensées. Et ça nous a permis de partir avec eux au CES à Las Vegas. Okay. C'est un salon c'est un énorme salon technologique au milieu des casinos de Las Vegas. Okay. Si vous connaissez l'IBC aux Pays-Bas, c'est 4-5 fois plus grand que l'IBC. Enfin, pas cette année, ils ont fait une version virtuelle, donc il n'y avait personne. Mais le CES, du coup, c'est la foire à la technologie, donc énormément de pavillons dans tout Las Vegas à ce moment-là. Et c'est là aussi qu'on a rencontré des investisseurs de San Francisco qui recherchaient des projets internationaux hors US, parce que c'est le concept de leur fonds. C'est que, apparemment, statistiquement, les porteurs de projets qui ne sont pas américains ont des meilleurs résultats aux États-Unis que les porteurs de projets américains. Et donc le concept de ce fonds, c'était d'aller chercher des porteurs de projets hors US, de les faire venir sur le sol à San Francisco pendant 6 mois pour les incuber, pour travailler avec eux vraiment au cœur de San Francisco. Et ils n'avaient pas peur de prendre des risques, ils n'avaient pas peur d'investir très early stage. Donc quand on n'a pas encore de technologie finie et quand on n'a pas encore quelque chose de palpable pour eux, contrairement à plus d'investisseurs ici qui ont moins ce côté rodéo cowboy, mais plus ce côté bon père de famille, voilà, il faut voir des chiffres. Ouais. Là, on est vraiment tombé sur des gens qui ont aimé notre équipe, qui ont aimé notre concept, qui ont aimé la manière qu'on avait de le développer, et qui du coup nous ont permis de lever ces fonds-là, vraiment dans l'idée de voir ce que ça allait donner. Si je peux me permettre, combien on peut lever dans ce type de contexte-là ? À San Francisco ? Ouais. Ça dépend du projet évidemment, mais il y a une grosse différence entre ce qu'un seed, par exemple. Un seed, c'est la première levée de fonds d'une entreprise, on appelle ça un seed, une graine. Il y a une grosse différence entre un seed en Europe et un seed à San Francisco, aux États-Unis par exemple. Ici, un seed, on parlerait de 10, 15, 20 000 euros. Ouais. Là-bas, 500 000 euros, enfin 500 000 $, ça peut toujours être un seed. Et pareil jusqu'à la série A, B, C, où il y a une disproportion énorme. Maintenant, de nouveau, je fais attention en disant ça parce que j'ai pas regardé les derniers chiffres et que c'est pas très bien ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je suis un peu dubitatif, mais on va voir ce qui culturellement, il y a quand même une il y a une disparité énorme. Ça va beaucoup plus vite aussi. On dit qu'on peut rencontrer des investisseurs à San Francisco en allant boire un café, et c'est vrai. Il y a des soirées qui sont comme des stand-up comédies où c'est des entrepreneurs qui viennent parler de leurs erreurs. Tu vois. Donc il y a vraiment cette culture.
C'était très intéressant de le vivre de l'intérieur. Moi, ça m'a aussi donné beaucoup de visibilité sur ce qu'on voulait éviter de faire, sur les pièges dans lesquels on voulait pas tomber, parce que du coup, c'est aussi c'est l'océan avec tous les requins, si on veut, quelque part aussi. Donc, grâce aux Refiners, qui sont nos investisseurs, qui sont très bien pensants, je trouve, on a pu assez bien débroussailler tout San Francisco, assez bien comprendre comment fonctionnait le business dans le cœur du business américain, quelque part, et essayer de ramener le maximum de ça, de ce qui est bon, en tout cas là-bas, chez nous, ici, en Europe. On a aussi trouvé un peu du répondant sur un aspect qu'on a plus de mal à couvrir en Belgique, c'est qu'on fait du hardware. Oui. On fait un objet physique. Oui. Et les investisseurs, ils n'aiment pas trop ça. Ok. Parce qu'un software, quand on développe du software, déjà, c'est en général plus rapide en termes de développement. Et si à la fin, quand le produit doit être délivré, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on appelle ça un update. On envoie un update et on installe une mise à jour. Mais dans l'hardware Dans l'hardware, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'update comme ça, où on peut même avoir besoin de faire des updates sur le software de la caméra, mais on a au-dessus de ça une couche de hardware, donc il va falloir qu'on ramène les produits s'il y a un problème, quoi, par exemple. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, en général, c'est un truc qui a beaucoup plus de mal à... Enfin, c'est beaucoup plus risqué pour les investisseurs ici, et c'est quelque chose qu'ils ont moins l'habitude de faire, et donc trouver des investisseurs qui sont prêts à prendre le pari, c'est plus difficile pour ça aussi, quoi. Donc on était très contents de pouvoir les trouver aux États-Unis, en tout cas, pour commencer, quoi. Et aujourd'hui, Big Boy est dans une phase... où ils cherchent des levées de fonds ou Oui, tout à fait, oui. En fait, dans la vie d'une start-up qui fait de la R&D, on a toujours besoin de fonds, évidemment. Si vous avez des fonds, envoyez-les-nous. Mais oui, on est effectivement dans une recherche, une levée de fonds concrète maintenant. Parce que au bout de tout ce processus de développement, c'est prêt à la vente, tout à fait. Donc on fait de la vente d'un côté, on fait surtout de la location, on cherche à avoir des partenaires à long terme, les locations sont aussi beaucoup moins chères quelque part. C'est ça, c'est une manière de rentabiliser. Mais parce que comme nous on est un petit peu pionnier de notre aspect, enfin je dis pas ça vraiment avec fierté, mais on se rend compte qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, donc voilà, on peut employer le terme. Comme nous on est un petit peu pionnier de notre technologie, quelque part tous les clients qu'on va avoir doivent aussi être pionniers dans leur côté de comment ils s'en servent, quoi. Et pour les accompagner au mieux, on préfère avoir une relation à long terme avec eux. Ce qui veut dire aussi qu'on va pouvoir mettre en avant notre technologie d'une meilleure manière si on leur permet de bien faire les choses. Et donc ça veut dire que on vient aussi avec des services de consulting, des soutiens pour mettre en place un live streaming à 5000 personnes, par exemple avec la caméra, ce qui peut être un petit peu plus pesant techniquement qu'un live streaming vers les 25 élèves de la classe, quoi. Mais donc on offre toutes ces solutions-là. Et par rapport à ce que je disais sur les risques du hardware, en fait, ici la caméra c'est une impression 3D aussi. C'est plus le même plastique, hein. On dirait pas. Ah non, on dirait pas. C'est du nylon, c'est vraiment le top de ce qui se fait en ce moment. C'est du nylon SLS, donc c'est cintré par laser, on appelle ça. Et c'est du nylon qui est du coup antibactérien, qui est résistant à la chaleur, tout ce qui est thermique, chimique, etc. Mais ça veut aussi dire que on l'imprime comme on imprimerait des feuilles de papier avec une imprimante. L'imprimante n'est pas chez nous, c'est une très très grosse imprimante, elle coûte très cher. Et ça prend beaucoup plus de temps que du papier. On peut en imprimer 25 en une nuit. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui veut dire aussi que s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, par exemple, je peux modifier en quelques heures et réenvoyer du coup une nouvelle version. Toutes les pièces aussi sont modulables. Tout ça, c'est pensé quelque part pour qu'on puisse le remplacer, pour qu'on puisse améliorer les choses, pour qu'on puisse ajouter, si on veut, une personnification, avoir des LED sur le panel frontal ou des choses comme ça. Mais on est curieux nous-mêmes de savoir ce que nos clients vont faire avec la caméra et jusqu'où ils vont pouvoir l'amener, parce que on est un peu comme un nouveau caméscope. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un caméscope? On peut tout faire, on peut tout filmer. Et en plus, on peut donner l'impression à quelqu'un d'être dans la peau de quelqu'un d'autre en temps réel. Donc, c'est pas très difficile de s'imaginer une centaine de concepts qui sont applicables et qui peuvent être vraiment intéressants avec ça, quoi. Et comme nous, on n'a que certains cerveaux et qu'on est que avec nos neurones, plus on est sur le projet, plus il y aura des choses intéressantes qui vont sortir aussi, je pense, sur le long terme, quoi. Est-ce que dans votre imaginaire, dans le futur, la manière dont vous concevez l'appareil et son évolution, est-ce que tu penses qu'il sera accessible financièrement parlant pour le grand public? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra acheter? Ou je connais pas beaucoup. Donc déjà, aller voir des investisseurs et leur dire on va faire du hardware, c'est chaud. Mais en plus, aller voir des investisseurs et leur dire on va faire du hardware tout public,
c'est encore plus chaud. Ouais. La certification européenne pour pouvoir avoir de l'électronique tout public est tout à fait différente que la certification pour avoir de l'électronique professionnelle. Donc nous, ici, on est certifié pour le professionnel. Si on voulait être certifié pour le tout public, on devrait suivre toute une autre procédure et tout un autre process pour y arriver, qui coûte beaucoup plus cher en fait. Donc c'était pas réalisable de se dire tout de suite, on va faire ça pour le grand public. Ce qui voulait dire aller négocier de l'espace dans les rayons chez MediaMarkt, des choses comme ça. Donc c'est complètement un autre business. Que de se dire on va commencer à travailler avec des professionnels, des experts, trouver un secteur dans lequel on répond vraiment à un besoin, vraiment à quelque chose qui leur pose problème, quoi, et avancer avec eux pour éventuellement dans le futur se retrouver sur le grand public, ce qui est tout à fait possible. Mais donc je pense que ce ne sera pas avant 2 ans minimum, quoi, vu le planning qu'on s'est mis. Après, on vend cette caméra à tous les professionnels, donc si vous êtes indépendant ou quoi et que vous êtes intéressé, déjà vous pouvez la prendre en test, évidemment, faites un test, demandez-nous. Mais voilà, elle vous est accessible aussi, bien sûr. Donc dans un premier temps, B2B, développer les services. Il y a une V2 qui arrive aussi. Il y a une V2 qui arrive. Qui va être encore mieux. Trop bien. Avec commande vocale, avec double 4K, ici on est en double HD. Donc oui, j'allais te demander en plus en quoi ça filme. Double HD, du coup. Ok. Et la prochaine en double 4K. Ouais. Donc on va pouvoir. Et en même temps, les casques en parallèle, tous les casques réalité virtuelle continuent de densifier les écrans aussi, d'avoir du coup plus de pixels, d'avoir une meilleure résolution. Donc on va essayer de rattraper ça aussi et de pouvoir se remettre dessus. Il y a Paki C78 qui nous dit: est-ce que vous avez déjà eu des demandes de secteurs spécifiques ? Oui, donc on s'est retrouvé très tôt dans la chirurgie, ce qui était vraiment une chance pour nous. On ne s'attendait pas à ce que ça marche comme ça. Mais donc, tout de suite avec la chirurgie, on a compris que c'était délicat. Pour l'éducation, c'était top, quoi. Ouais. Pour apprendre quelque chose de pratique. Par exemple, moi je suis ingénieur du son aussi, donc quand on est derrière une table, 32 canaux, etc., ça peut être impressionnant parfois. Et ça peut être une solution très simple et très limpide pour un étudiant, quelque part, de comprendre comment il faut faire, quoi. Vraiment, quelles sont les manipulations, d'avoir dans la vidéo une finesse dans l'information qui nous permet d'aller au-delà de simplement, voilà, c'est filmé par un smartphone de quelqu'un et voilà, maintenant il faut comprendre, quoi. Donc là on est plongé, on est dans le corps de quelqu'un d'autre, figurativement évidemment, et on voit tous les gestes qui se passent devant nous et on n'a pas besoin non plus de faire un effet miroir avec ces gestes. Donc si toi tu voulais m'expliquer par exemple un pliage en origami et que j'étais ici pour le reproduire, je devrais d'abord me dire ok, qu'est-ce qu'il a fait, dans quel sens, etc. Alors que si tu portes la caméra et que je regarde ce que toi tu vois, je vais tout de suite comprendre bien mieux ce qui se passe et dans quel sens tu as plié parce que mes mains sont dans la même direction que la tienne, etc. Il y a quelque chose sur tout cet aspect proprioception qui est très efficace et qui rend enfin, ça c'est étudié, hein, y a pas mal d'études là-dessus, qui rend quelque part ce format de la réalité virtuelle, mais du coup intrinsèquement nous aussi, plus fort dans la rétention d'informations, plus fort dans l'activation de la mémoire, ce genre de choses, enfin le focus, la concentration, ce genre de choses qui du coup a vraiment sa place dans les cours, dans l'éducation en général. D'autant plus aujourd'hui où voilà, c'est un peu compliqué de faire autrement en fait finalement. Enfin, tout le monde trouve des solutions, mais voilà. En plus, j'imagine qu'avec les conditions sanitaires actuelles, ça répond encore plus à la demande. Du coup, il n'y a plus vraiment de classe, donc il faut trouver un autre moyen pour amener la classe chez les gens, quoi. Exactement. C'est un peu ça. Ok, franchement, merci beaucoup pour On dit Big Boy System, super et chouette équipe. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir donné autant d'explications et de démonstrations de cette nouvelle technologie. Ouais, ça me fait plaisir aussi. J'espère que c'était compréhensible. J'espère aussi. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Moi, je vous lis. Je suis là, je vous lis. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui sont dans le turfu. Et j'espère sincèrement que vous allez pouvoir lever des fonds et que demain, on va pouvoir l'acheter et que je puisse faire le tour du monde avec le Third Eye et vous streamer tout ce que je vais faire à partir de ma caravane. Je pense qu'on va repasser ici quelques fois aussi. Il me semble qu'on commence à faire un peu copain-copain, donc on va voir un peu. Cool. Donc on sera de nouveau dans les parages. On a encore un petit peu de temps, je peux encore bien sûr. Il y a Barack Adama qui nous dit très très pertinent, toujours au top le Geek Talk et riche en informations. Merci. Ouais, vas-y, bien sûr Samuel, vas-y.
Ok. Du coup, je sais qu'il y a des gars de notre équipe qui regardent aussi. Si j'ai oublié quelque chose, mettez-le en commentaire, comme ça je leur dis maintenant vite. Yay. Mais je voulais juste aussi lancer sur quelque chose qui va peut-être en intéresser certains. On est en train de planifier de notre côté de faire ce qu'on a appelé les immersive sessions. Donc ça va être un concept où on invite un artiste musicien. Ça pourrait peut-être par la suite dévier vers des artistes plasticiens ou d'autres choses. Mais on invite un artiste musicien chez nous et on décompose avec lui son son, sa musique. On le respatialise dans l'espace dans lequel on est. Donc on vient refaire une scène, mais où quelque part on a un seul spectateur et on fait tout le son pour ce spectateur. Trop bien. Pour que tout le monde à la maison puisse avoir le meilleur de cette expérience. Et donc ça veut dire que tu peux être dans le son, quoi. Tu vas avoir du son qui vient d'au-dessus, autour de toi. C'est trop bien etc. pour les concerts du Turfu, ça. Voilà, c'est pas le futur, c'est maintenant, c'est chez nous. Mais c'est ça en fait le pire, c'est qu'on a l'habitude de toujours dire les technologies du futur et tout, mais le futur, c'est maintenant, c'est le présent. Mais t'as complètement raison. Essayez de vous trouver des boîtes comme ça. On va aussi faire un petit post chez nous où vous pourriez commander à l'avance une boîte. Ce sera gratuit. Ce sera un peu un test pilote chez nous aussi. Okay. Vous le recevrez par la poste et donc vous pourrez regarder de chez vous aussi le soir même si vous avez un smartphone. Est-ce que vous avez un smartphone? Oui. Est-ce que vous avez un casque? N'importe quel casque, n'importe quelle paire d'écouteurs. Ouais, voilà. Bon, les écouteurs, ça marche aussi. Il faut juste pas se tromper, bien mettre la gauche à gauche, et sinon tout va être inversé, c'est logique. Mais je vous invite à venir tester. Je vous invite aussi à nous dire ce que vous en pensez. On peut vous follow comment? Insta? En fait, Big Boy System, c'est tellement bizarre comme nom qu'en fait, dès qu'on tape Big Boy System, on nous retrouve. Trop bien. Donc allez-y, tapez Big Boy System dans Google, vous verrez bien sur quoi vous tombez. Ce sera notre page Facebook, LinkedIn, Instagram. Mais vous êtes actifs, vous êtes présents partout. Je veux dire, si on a une bonne équipe, Insta, on a des gars qui font ça bien, donc on est assez actifs. Donc vous nous trouverez sans problème. On nous demande si c'est adapté pour toute taille de téléphone. Les boîtiers, en fait, des boîtiers, nous, on vous fournit ça parce que il est sympa et on peut le fournir à tout le monde sans que ça nous coûte un pont. Mais les boîtiers, vous pouvez utiliser n'importe quel boîtier que vous avez chez vous, en fait, finalement. J'ai même, la version la plus petite que j'ai trouvée, c'est ça. Ah, c'est mignon. C'est une toute petite pinette et tu la clips sur ton téléphone et tu regardes dedans. Et puis tu regardes. Donc t'as pas la boîte autour, mais t'as quand même la vision 3D. Sherlock Holmes. Monocle. Version du futur du présent. C'est ça, hein, tout à fait. Le futur du présent. Mais donc tout ce que vous avez pu voir autour de vous qui contient 2 lentilles, il y a de fortes chances que ça marche pour nous, donc n'hésitez pas à essayer. Et puis un casque, je pense que vous trouverez ça quelque part sans trop de problème. Alors, Kim Zani 1205 nous dit Samuel, c'était top, très bien présenté, 10 sur 10 MB. Merci. Ça fait plaisir. Je suis très Et on nous dit aussi aussi hâte de voir votre travail dans le futur. Merci, Pakissé78. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup qui vont vous suivre après ces streams parce que c'était hyper intéressant. On vous suivra en retour, alors c'est vraiment cool, ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à taper Big Boy Systems sur Google, sur Insta. Mais je pense que la communauté elle est plus sur Insta, donc n'hésitez pas à aller les retrouver. Il paraît que Facebook c'est un réseau de vieux. Il paraît que c'est fini. Voilà, je pense que. On a un Insta, mais c'est pas moi qui poste dessus, mais donc on a un Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les suivre et du coup les contacter. Comment on fait du coup pour vous contacter pour la simulation? Alors, donc si vous êtes un professionnel et que vous voulez tester, effectivement, nos caméras c'est un peu comme des rockstars, elles ont toutes un nom. Stylée, hein. Elles ont tout un nom personnel. Qu'est-ce que tu arrives à lire ici en dessous? Hello, my name is. Attends, c'est Marius. On dirait, tu sais ce qu'on dirait? On dirait, tu vois, dans Google, quand tu as des trucs de sécurité et tu dois lire les lettres et les réécrire. Vous voyez, où tu as des lettres bizarres? C'est ça. Voilà. Abi. Voilà, donc nos numéros de série chez nous, comme on fait les impressions nous-mêmes et qu'on peut afficher ce qu'on veut à chaque fois dessus, chaque numéro de série de chaque caméra, c'est un prénom en fait finalement. Trop drôle. Et à chaque fois qu'un client a une de nos caméras, on communique via ce prénom de caméra. Abi, c'est caméra. C'est comme un peu les Marshall avec les noms. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu rock, ouais. C'est un peu ce concept aussi que ça permet de filmer l'expérience de quelqu'un, donc c'était un peu logique. Trop bien. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, pour l'instant, on les fait tourner un peu comme un rock tour, comme des rockstars, donc elles sont de passage à gauche à droite chez différentes personnes qui la testent. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va planifier une semaine de test où on va la faire venir chez vous. On peut aussi éventuellement se déplacer en personne, ça dépendra un petit peu de votre projet aussi, il faut nous comprendre, on n'est pas nombreux, on a beaucoup de boulot.
Mais donc n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des bonnes idées qui sont venues de partout et il y a des très chouettes concepts qui fleurissent parfois dans l'esprit des gens et on est surpris d'avoir des retours qui nous viennent. Tiens, moi j'aimerais bien faire ça par exemple Trop bien. avec la caméra. Enfin, j'aimerais citer des exemples mais je pense qu'on n'a plus trop le temps maintenant. Ouais, on est un peu short of time. Ouais, je vois, mais ouais, faut m'arrêter, moi je parle beaucoup. C'est hyper passionnant donc. Alors on dit hello, est-ce que c'est du pur instantané? D'un point de vue créatif, est-ce que c'est possible de monter des roches filmées avec cette caméra de manière traditionnelle? Ouais. En fait, du coup, j'ai pas eu le temps d'expliquer ça. La caméra sort un format MP4. Un format MP4 qui peut être un autre format aussi. C'est nous qui faisons l'OS, donc quelque part, s'il vous faut absolument autre chose, on peut en parler. Mais ça sort un MP4 en side-by-side, donc on va avoir la moitié de l'écran divisé en gauche, en deux, gauche, droite, etc. Ce fichier, il se monte comme n'importe quelle autre vidéo par après. Est-ce que je dois monter le gauche et le droite séparément? Non, ça va être dans une fenêtre, donc tu coupes et tu édites, etc. Au niveau du son binaural, on peut pas tout faire comme mix avec le son binaural. Elle n'est pas compressée à fond la piste parce que le binaural, ça joue sur la dynamique. En fait, ça joue sur les différences entre j'aimerais bien vous expliquer vraiment la théorie du binaural, mais on n'a vraiment pas le temps. On envoie, oui, d'ailleurs, on publie un article spécifiquement sur le binaural. Si ça vous intéresse, on le publie cette semaine, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez lire un peu, c'est expliquer un peu plus en détail sur comment ça marche, sur comment est-ce qu'on utilise du coup l'audition humaine, etc. Sur le site Big Boy System ? Sur notre site, sur notre Facebook, tout ça, c'est après à chaque fois. Vous devriez le voir passer si vous nous suivez. Mais j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je disais. On me dit si le client choisit le nom. Non. C'est vous qui l'avez baptisé. Pour un petit supplément, on peut en parler. Non, c'est même pas un supplément. On a des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et dans ce cas-là, on aime bien marquer le coup en attribuant un nom, enfin en laissant la personne attribuer un nom, faire comme un genre de parrainage de caméra finalement. C'est une bonne idée et une bonne technique marketing, je trouve. C'est pas vraiment ça. Enfin oui, d'accord, oui, bien sûr, c'est du marketing. mais c'est ça parce que je suis marketeur, mais... Ouais, c'est aussi un peu regarder ce principe de numéro de série d'une autre manière, parce que c'est un peu triste quand même, je trouve. Ouais, ça remplit, de se dire que ici, voilà, on les assemble nous-mêmes, on a les pièces qui arrivent imprimées chez nous, on assemble l'électronique dedans, on le soude nous-mêmes à l'atelier. Donc on fait tout ça nous-mêmes, donc c'est l'électronique comme personne ne l'a fait aujourd'hui finalement, et donc voilà, on s'est dit on va marquer le coup et rendre ça un petit peu plus précieux à nos yeux aussi en leur donnant un prénom à chaque fois. Et Abi, c'est quoi l'histoire? Parce qu'en arabe ça veut dire papa. D'accord. C'est dans les premières qu'on a faites, donc on a commencé par les premières lettres de l'alphabet, simplement. Et là, c'est Marius qui a proposé Abi, et on a chacun proposé des noms différents dans la boîte. Mais je ne savais pas que ça faisait papa, effectivement. En gros, c'est comme aller chez Starbucks pour avoir notre mug avec notre prénom. C'est pas vraiment le service qu'on vend. On n'allait pas retenir ça à la fin de la journée, c'est dommage. Mais non, ouais, c'est un concept pour rendre l'objet un petit peu plus précieux dans les mains de son porteur aussi, je pense. Ouais. Je sais pas. Mais oui, bon, après, on fait pas grand-chose comme Starbucks. C'était un mauvais exemple, café, tiens. C'est pas du Starbucks, mais ouais, d'accord. Sur ça, il est déjà temps de vous laisser. Merci encore beaucoup, Samuel, d'être venu ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis, regardez, participez. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, 19h, pour le prochain Geek Talk. D'ici là, portez-vous bien et vous pouvez revoir tous les Geek Talk ici sur Twitch ou sur YouTube dimanche. Donc à bientôt, à jeudi prochain. Bye.